Bonsoir à tous, bonsoir Vincent. Bonsoir. Vincent Morel, vous sortez dans cette rentrée donc ce livre qui s'appelle Fraternelle aux éditions Sabine Vespizer. Moi, je vous avais découvert il y a quelques années avec ce magnifique roman Antoine et Isabelle, toujours chez le même éditeur. Un livre qui m'avait vraiment transporté. Et là, je vous retrouve sur cette rentrée avec un livre qui, pour moi, est une vraie chance pour le lecteur que je suis, mais pour les lecteurs que vous êtes aussi, puisque c'est un livre d'un enthousiasme et d'un positivisme qui fait vraiment du bien. Fraternelle, donc ce livre, que je ne vous résumerai pas ce soir, parce que, évidemment, comme tous les bons livres, c'est un livre foisonnant et dont il y a plein de choses à dire, est un livre qui parle de nous, de ce que nous sommes et surtout de ce que nous allons devenir peut-être, ou de ce que nous sommes en train de devenir. Alors, pour démarrer, Vincent Morel, votre livre se situe dans un proche avenir et traverse le monde, ou presque. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Mes sources d'inspiration, c'est principalement les journaux, faire une revue de presse quotidienne des événements curieux, ou des événements en tout cas moi qui m'ont interpellé ou qui m'ont inspiré, notamment le premier, qui est cette histoire de jeunes gamins qu'on a retrouvés en train d'uriner sur la flamme du Mont Valérien et qui a été aussitôt manu militari remis au commissariat. Je trouvais que c'était... on était dans une période où on conspuait beaucoup la Marseillaise, les symboles nationaux, etc. Je trouve que c'était intéressant de commencer par cela. Et puis après, on a quelques obsessions comme ça. J'avais envie de m'occuper de rire, en tout cas, de notre addiction aux réseaux sociaux, notre addiction au smartphone, à la technologie, ce que ça entraîne en termes économiques, l'abus plutôt d'utilisation des terres rares, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches, pas à faire des recherches, mais à lire les journaux en ayant un filtre particulier en tête. Et donc, ciseaux, pochettes... on fait des thématiques, et comme ça, je suis tombé aussi sur, il y a quelques années, ces premiers trous causés par le dégel du permafrost en Sibérie, qui font aujourd'hui des gouffres épouvantables, qui causent beaucoup de problèmes. Donc, l'un derrière l'autre, il y a des histoires amusantes aussi, comme cette histoire d'horloge du temps inversé qu'a inventé Evo Morales et qu'il a voulu mettre en place au fronton du Parlement de la Paz. Donc il s'agissait pour lui de se révolter contre le temps occidental, impérialiste et colonial surtout, imposé par les Espagnols, et donc de proposer une horloge inversée. Donc au lieu d'être... vous pouvez faire, voilà, on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà, je trouve que c'était aussi, pour démarrer des histoires, c'était très joli, parce que c'est très latino-américain, c'est très réalisme magique, c'est très... on prend des événements, on les tord un petit peu, et du réel, on peut faire une fiction un peu délirante, mais pas trop délirante non plus. Complètement. D'ailleurs, c'est bien que vous parliez de cette horloge, parce que c'est aussi ce voyage dans cette Amérique latine qui, grâce à cette horloge inversée, va essayer de se reconquérir finalement. Et je trouve que votre livre, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est donner la possibilité à vos personnages de se reconquérir. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette construction justement autour de ces personnages et la manière dont ils se travaillent et dont ils nous travaillent, nous lecteurs aussi? Ces personnages, ils sont apparus au fur et à mesure, comme je vous disais, de ma revue de presse, de mes lectures diverses ou de mes interrogations. Je pense par exemple au personnage là je saute de l'Amérique latine à l'Afghanistan et à la banlieue parisienne. Le personnage de ce jeune imam qui est séropositif, gay, qui va vouloir reconstruire un islam de la tolérance en suivant les préceptes du soufisme. Entre parenthèses, ça n'est pas une aberration de l'imagination, parce qu'on peut trouver la trace de tels personnages si on fait des recherches un peu poussées sur Internet. Donc je trouvais que c'était un personnage génial à suivre, parce qu'il est tellement dans le haram, je dirais, il est tellement dans l'impur, et en même temps il y a une quête de pureté, donc il y a une telle contradiction. C'est avec des contradictions pareilles qu'on peut construire de très jolis personnages. Pourquoi on en vient là? Je veux dire, pourquoi on a pu zoner pendant des années dans les bouges les plus dépravées du Marais, puis tout d'un coup se convertir comme ça à la religion a priori
théorie de l'absolue pureté, enfin qui est la religion en tout cas, qui est dans la quête de la pureté hors signe, hors image, hors musique, etc. Donc, mais sans cette violence, justement, qui est vécue aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment cet islam des Lumières et de la tolérance. Et c'est ça qui est magnifique dans ce livre. Parce que tous ces personnages, justement, dont vous écrivez quelques-uns, ils partent d'un point, mais ils sont tous en évolution. Et ils nous entraînent, nous, lecteurs, dans cette quête, finalement, de cette réappropriation d'eux-mêmes, pour retrouver cette liberté perdue à cause de tous ces effets modernes. Ça, c'est vraiment le point très très fort de votre roman. Et en même temps, il y a des personnages qui, eux, sont plus immobiles et je vous laisse continuer. Les personnages immobiles, ce sont ceux qui empêchent le mouvement, la progression, la révolution dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un changement intéressant des situations sociales ou des situations économiques. Je me suis amusé à portraiturer un président la France que j'imagine, il y a plus de CAC 40, il y a un CAC 10, parce que tout a été on s'est tellement bouffé les uns les autres que finalement il reste plus que 10 grandes entreprises. Et à la tête de l'une des très très grandes entreprises qui s'appelle Opier, qui est un mélange, on va dire, entre Total et Apple, il y a un Alexis Dattaz, qui est un grand collectionneur d'art, qui a eu lui-même un parcours assez atypique, mais probable ou possible, et qui est effectivement la force noire, qui est la force anthropique de l'entreprise, celle qui détruit la planète, celle qui mange des terres rares, celle qui, par exemple, pour en revenir à l'Amérique du Sud, fait que tous les grands salins de Colombie ou du Chili, qui sont de telles réserves de lithium pour pour les piles, de l'énergie électrique, commencent aujourd'hui d'ailleurs à être profondément malmenés par la rapacité des entreprises. Donc on a des personnages comme ça qui sont des rapaces immobiles, et puis les autres qui suivent leur propre cheminement en quête d'une liberté qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, parce que j'en reviens au personnage justement de Yakout, ce prophète, dont on voudrait faire un prophète, mais qui à la fin refuse ce statut de prophète parce que il est dans un questionnement qui est aussi par ailleurs mon questionnement d'auteur sur la religion et le fait religieux aujourd'hui, et qui refuse le fait religieux et qui dit écoutez, non, moi j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce jeu-là, ça ne sert pas à grand chose, ça nous a fait plus de mal que de bien, donc je laisse mes adeptes sur le bord de la route et je continue mon chemin ailleurs vers les Lumières. Et c'est évidemment cette quête de liberté qui fait tout le positivisme de ce livre, parce que ce livre, c'est aussi un regard sur notre avenir qui est certes empreint de notre aujourd'hui, mais qui a des sources de se libérer de ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui est formidable dans ce livre, de cette rentrée. Je voulais vous demander aussi, quand vous avez commencé à écrire ce livre, pour moi, c'est comme une espèce d'appel d'urgence ou une espèce de réponse comme ça. Qu'est-ce qui a démarré l'écriture de ce livre chez vous ? Qu'est-ce qui a démarré l'envie, c'est de... Écoutez, c'est une image qui m'est venue. En fait, c'est une image qui m'est venue dans la rue à Paris un soir à 11h en rentrant. Et je nous regardais faire à la fois dans le métro et puis dans la rue. Et je nous voyais tous sortir. Les Pokémon n'étaient pas encore à la mode. Mais on était déjà comme ça. Voilà, la tête totalement, le cerveau en tout cas, pris par la tablette, pris par le smartphone. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et personne ne voit, personne ne se regarde, ou personne ne regarde s'il fait beau, s'il fait pas beau, si elle est couverte, si la lune est là, si c'est le printemps ou c'est l'automne. En fait, on s'en fiche, on est dans un autre monde, quoi. On a vraiment. Et c'était aussi j'avais toujours en tête cette fameuse histoire de TF1. C'est du temps libéré de plus pour Coca-Cola, et c'est vraiment ça. Bon. Il se trouve que cet été, la Pokémomania a rendu la chose encore plus évidente. Je veux dire, on est vraiment... il y a toute une partie... c'est cette servitude volontaire à la technologie et à la machine. Et la question que je me suis posée, c'est, bon, et si un jour il y a une panne d'électricité, s'il n'y a plus d'énergie, un blackout, ça peut arriver, c'est déjà arrivé à New York dans les années 80, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on va réagir ? Alors, ça n'est pas, si vous voulez, ça n'est pas de la technophobie basique, c'est juste de la technocritique, quelque part.
C'est d'ailleurs un roman formidable, ambitieux et généreux, dans lequel le lecteur est happé. Donc je vous encourage vivement à le découvrir, car c'est le roman positif de cette rentrée littéraire. Précipitez-vous vraiment. Merci Vincent Borel. Merci à vous. Merci.